Parler cuisine, épisode numéro 2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Parler cuisine, le podcast qui donne faim. En ligne, c'est Marc et je suis avec mon ami Guy qui va nous parler de bonnes choses. Bonjour Guy. Bonjour Marc, comment allez-vous? Ça va toujours bien. Quand on est pour parler de choses qui font plaisir à manger et à déguster. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bien, je vais vous poser une question, Marc, pour introduire le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez le souvenir, quand vous étiez enfant, dirais-je, d'un plat que vous aimiez particulièrement manger en famille, par exemple? Moi, écoute, chaque fois que je rentre en Belgique, ma maman, elle me prépare un plat que je connais depuis mon enfance, c'est saucisse compote purée. Ah ben voilà. Eh bien, je propose qu'on parle de compote, tiens, aujourd'hui. Un sujet très intéressant, effectivement, beaucoup de choses à dire. La compote, Ben, la compote, c'est en fait plein de choses, hein, puisqu'on peut faire des compotes avec toutes sortes de fruits, on peut même faire des compotes avec des choses qui ne sont pas exactement des fruits. Par exemple, prenons la compote de rhubarbe. Hein, la rhubarbe n'est pas un fruit en tant que tel, c'est une tige de plante. Mais généralement, on réalise effectivement la compote à base de fruits, les pommes, les poires, les abricots, les prunes, pour ne citer que les principaux. et les érelles. Et les érelles en période, disons, automnale et hivernale pour accompagner du gibier, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Mais, alors, ce qui est étrange, c'est que chez nous, les Belges, on utilise la compote principalement comme accompagnement dans les plats, alors que là, en France, c'est plutôt un dessert ou Oui, tout à un fait. goûter qu'on donne aux enfants. Effectivement, c'est vrai que c'est une caractéristique des pays du Nord, dirons-nous. La Belgique, le nord de la France sans doute un peu, la Flandre bien sûr, les Pays-Bas et même, je dirais, l'Allemagne sans doute, hein, où les fruits sont largement utilisés en accompagnement des viandes, dans les pays scandinaves également d'ailleurs. Et en France, à part quelques exceptions que nous verrons ensemble tout à l'heure, eh bien effectivement, ce n'est pas l'habitude d'utiliser des fruits en accompagnement de la viande. Il y a nettement moins de préparations de type aigre douce ou tout simplement douce avec la viande. C'est vrai. Et je propose qu'aujourd'hui nous commencions par la compote de pommes, en fait, qui est une recette toute simple, toute bête, et qu'il est parfois un peu dommage, finalement, d'acheter dans le commerce. Tout à fait. J'ai justement mangé de la compote de pommes aujourd'hui que j'ai faite moi-même. Alors j'ai eu un peu de mal parce que j'ai l'impression que j'ai choisi les mauvaises pommes. Elles avaient du mal à tourner en compote. Ça restait un petit cube au fond de la casserole. Oui, c'est exact. En fait, il faut que vous sachiez, Marc, il y a plusieurs grandes catégories de pommes. Il y a ce qu'on appelle d'abord les pommes de table ou les pommes à couteau ou au couteau. Ce sont des pommes qui ont toutes les caractéristiques de goût et de consistance qui leur permettent d'être mangées crues avec beaucoup de plaisir. Donc elles sont à la fois juteuses, croquantes, sucrées et très légèrement acidulées pour être rafraîchissantes. Hein, on peut citer comme ça la Golden, la Jonah Gold, mais également une pomme beaucoup plus acide, un peu verte, qui est la Granny Smith. Et puis vous avez ce qu'on appelle les pommes à cuire, qui sont des pommes que l'on peut également généralement manger crues, mais qui vont très bien à la cuisson parce qu'elles vont légèrement se défaire donc en cuisant. Elles vont compoter, c'est vraiment le terme qu'on emploie. Et puis vous avez une autre catégorie qui sont les pommes dites à cidre et qui sont des pommes de variété généralement plus anciennes, choisies pour leur amertume, pour leur tanin, pour leur acidité, pour leur sucrosité dans le cas de certaines, puisqu'il faut bien du sucre pour faire de l'alcool, et qui sont mélangées les variétés les unes avec les autres, pour faire les cidres dans les régions cidricoles, comme la Normandie ou chez nous le pays de Herve. Mais nous allons aujourd'hui parler des pommes à compote, donc des pommes à cuire. Et les pommes à cidre, elles sont bonnes à manger comme ça? Mais généralement, vous seriez surpris, hein, parce que si vous tombez sur une variété qui est assez tannique, par exemple, eh bien, vous n'aurez pas beaucoup de plaisir à la manger, sans compter que les pommes à cidre sont des pommes qui sont plus dures aussi. Alors elles sont petites, elles sont généralement un peu difformes, et bon, certaines variétés ne sont sans doute pas très agréables à manger selon nos critères actuels évidemment. Hein. Ouais, donc si je me balade en Normandie, je vois, il y a un gros verger avec plein de pommes, allons chaparder des pommes, je risque d'être déçu. Ben, surtout si le fermier vous court après avec une fourche, parce que ça s'appelle de la maraude en fait, hein, aller chaparder les pommes. Mais de toute façon, éventuellement, oui, d'être déçu. D'un point de vue organoleptique, on va dire, ce n'est sans doute pas la meilleure pomme qu'on puisse manger. D'ailleurs, les variétés dites à cidre sont des variétés tout à fait spécifiques
qui ne sont pas cueillies et cultivées pour les mêmes raisons donc que les pommes standards, les pommes de table. J'imagine. Et les pommes, ça fait longtemps qu'on en mange dans nos pays. Ah ben en fait le pommier est une espèce qu'on va qualifier d'endémique. C'est un arbre qui poussait chez nous dans les forêts à l'état sauvage et qu'on peut encore d'ailleurs rencontrer à l'état sauvage éventuellement dans une forêt qui ne serait pas une forêt cultivée. Bon maintenant en Belgique et en Europe occidentale il n'y a quasiment plus de forêt primaire, donc de forêt que l'homme n'est pas transformé. Mais le pommier sauvage est une variété, je dirais tout à fait de chez nous et qui a été domestiquée déjà avant l'époque actuelle. Donc les Romains et les Grecs avaient déjà appris à domestiquer le pommier, parce que la pomme sauvage est une pomme très 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 petite, je dirais comme une très très grosse cerise, comme un petit abricot finalement, et qui n'a pas grand-chose en commun avec notre pomme actuelle. Hein. La pomme sauvage, elle est dure, elle est acide, elle est même un peu amère éventuellement, et ce n'est que par la suite qu'on a développé toute la partie charnue de la pomme, hein, qui a pris le pas sur la partie centrale où il y avait les graines. Au départ, la raison de la pomme, du fruit, c'est d'être tout simplement destiné à tomber quelque part, et puis un des pépins doit germer, doit faire un nouveau pommier. Hein. Par contre, quand on a cultivé la pomme pour la domestiquer, on se fichait un peu du mal, on se fichait un petit peu du nombre de pépins qu'il y avait. Ce qui était intéressant, c'est la partie charnue, la partie qu'on mange évidemment. Hein. Oui, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Et la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, en effet. En effet, on dit comment ça une pomme en latin? Alors, je crois que ça se dit pommum, en fait, ce qui veut dire fruit, hein. Donc, c'est pour ça que c'est le fruit le plus connu chez nous. C'est d'ailleurs le troisième fruit au niveau mondial dans sa consommation, hein, puisque d'abord il y a les agrumes et puis les bananes, et puis les pommes viennent tout de suite après. Il y a à peu près une vingtaine de milliers de variétés de pommes recensées, hein, sur tous les continents. Et maintenant, les Chinois s'y mettent vraiment dans la culture de la pomme. C'était pas vraiment un arbre cultivé chez eux de manière intensive. Et puis, sur les 10 dernières années, ils ont doublé leur superficie en verger de pommes, et ça devient vraiment chez eux maintenant un fruit qui arrive à la mode et qui, par là même, influence le prix mondial des pommes, parce que quand la récolte est mauvaise en Chine au niveau des pommes, eh bien les pommes augmentent chez nous. Hein, l'industrie de la conserve, vous verrez, un jour, la compote de pommes viendra de Chine aussi. Oui. L'émission Envoyé spécial a accordé un numéro sur la pomme en présentant ça comme le fruit le plus consommé en France. Tout à fait. C'est un fruit très populaire, même ici en Angleterre, il y a un dicton qui dit An apple a day keeps the doctor away. Donc une pomme par jour garde le docteur éloigné. C'est ça. Donc Ben, le dicton existe en français aussi. Hein. Je dirais qu'on conseille aussi de manger une pomme par jour pour rester en bonne santé. Ben, la pomme a plein de vertus. Hein. Il y a de la pectine, il y a d'acide pour le côté rafraîchissant, il y a des vitamines. Maintenant, bon, après avoir vu cette émission-là, en effet, on peut se demander s'il est toujours aussi intéressant de manger des pommes, puisqu'on estime que une bonne partie des vitamines a disparu après un certain temps de conservation. Hein, et que d'autre part, il faudrait, pour éviter les pesticides, l'éplucher, la peler, donc sur presque 1 centimètre, ce qui veut dire que on perd à ce moment-là l'essentiel des vitamines qui, comme on le sait, sont constituées, sont plutôt, se trouvent plutôt du côté de la peau. Hein, donc, bon, là on se demande, je oui. m'adresse à l'agriculteur. Qu'est-ce qui m'empêche de garder les pépins d'une pomme que j'ai aimée et de les planter pour faire des pommiers? Mais ce qui se passe généralement, c'est que les pommiers, comme les poiriers d'ailleurs, ce sont des arbres greffés. Donc, il y a la racine et le tronc qui appartiennent généralement à un cognacier, hein, donc c'est l'arbre qui donne les coins. Et puis au-dessus, on vient mettre un greffon d'une variété de pommes, d'un cultivar qu'on appelle ça, comme par exemple la Golden ou la Jonah Gold. Hein, et alors on a donc la vigueur du pied qui donne par la suite un bel arbre, et puis on a les branches qui sont constituées de la variété que l'on souhaite avoir, et c'est comme ça qu'on peut avoir des pommiers qui ont été greffés avec 2, 3, voire même 4 variétés de pommes différentes sur le même arbre. Donc en principe, quand on va remettre des pépins en terre, ce qu'on risque d'avoir, c'est un arbre un petit peu abattardi et qui éventuellement retourne à l'état sauvage. Ou qui serait plus faible? Ben, peut-être pas plus faible, mais en tout cas qui n'aura plus les caractéristiques de la pomme du départ. Maintenant, il existe des variétés de pommes qui spontanément ont poussé à partir d'un pépin qu'on a négligé, hein, notre oignon de pomme, et on cite le cas de la Granny Smith, qui serait un pommier qui a poussé à partir d'un trognon qu'on aurait jeté comme ça un peu négligemment. Ça s'est passé
en Australie au 19e siècle, et ça a donné la variété de pommes qu'on connaît maintenant et qui est mondialement réputée. Oh, j'ai horreur de cette pomme, elle est verte, elle est indigeste, elle me donne mal au ventre. Oui, et il faut savoir que la Granny Smith, c'est une pomme qui est récoltée en étant verte en réalité, hein, et c'est ce qui lui donne cette belle couleur vert pomme uniforme et son côté très acidulé. Maintenant, si vous laissez une Granny Smith en principe mûrir encore pendant 2-3 mois chez vous, hein, à température ambiante, elle va devenir jaune avec un petit reflet rouge. Elle va ressembler un peu à une golden qui aurait rosi d'un côté, et elle va devenir bien sûr beaucoup plus sucrée. Donc, bon, voilà, revenons aux compotes. Ma compote de pommes que j'ai essayé de faire aujourd'hui, qui avait du mal comment dire, à compoter. Ah ben, je crois que c'est simplement dû au fait que quand on choisit une variété de pommes qui reste ferme après la cuisson, eh bien, on a des morceaux de pommes cuits plutôt qu'une compote de pommes liées. Donc, il faudrait choisir pour ça des variétés de type la Golden marche très bien, la Jonah Gold également. Il y a des variétés comme ça de pommes qui sont beaucoup plus intéressantes pour la compote que certaines pommes qui restent bien fermes. Mais maintenant, elle n'est pas mauvaise pour autant, hein. Ça dépend si vous voulez à ce moment-là avoir une compote un petit peu plus liée, et il suffit de donner un petit coup de mixeur dedans, hein. C'est très facile. Bon, moi, je l'ai passé au presse-purée. Ou au presse-purée, voilà. Donc on écrase un peu les pommes, ou alors on passe une partie au mixeur et puis on mélange le tout et on obtient à ce moment-là une compote qui est un peu plus liée. Ouais, ben, ça m'a permis de faire l'intéressant et au lieu de servir une vulgaire compote de pommes, j'ai servi un écrasé de pommes. Ah ben voilà. Voilà. Et si on passait à la première recette Voilà. alors? Alors, comment faire une bonne compote? Une bonne compote réussie? Comment Dites-moi faire une tout. bonne compote? Mais tout d'abord, il faut avoir une bonne idée des quantités qu'on doit mettre en œuvre. Alors, je vais vous donner ici un petit truc, hein, pour ne pas devoir peser. On va considérer des pommes moyennes, c'est-à-dire la pomme moyenne, c'est une pomme qui fait 150 grammes. Bien, on considère que par personne, il faut l'équivalent d'une pomme et demie. Forcément, une pomme plus petite qui ferait entre 100 et 125 grammes, il en faudrait deux. Et une pomme, disons, une belle grosse pomme qui ferait entre 175 et plus, on pourrait se contenter éventuellement d'une seule. Ceci étant dit, c'est pour en être servi d'une assiette et puis en reprendre une toute petite cuillère après, hein. Donc c'est un petit peu à vous de voir. Donc je disais une pomme et demie par personne et une petite cuillère rase de sucre par pomme. Donc forcément, vous êtes quatre, ça nous fait 6 pommes moyennes et ça nous fera donc 6 cuillères rases de sucre. Des Si cuillères, maintenant, quelle taille de des cuillère? cuillères, des cuillères à potage, à peine bombées, donc on prend le sucre dans la boîte ou dans le paquet et on a un tout petit dôme sous la cuillère. Ça, c'est la quantité de sucre que l'on met usuellement pour faire de la compote, pour sucrer l'équivalent d'une pomme. Maintenant, on peut toujours faire de la compote moins sucrée ou plus sucrée. Maintenant, vous savez qu'il y a une très grande chasse au sucre, hein, que ce soit des sucres cachés ou des sucres visibles, et la tendance est quand même à sucrer nettement moins les réalisations comme la compote, hein. Je pourrais prendre du faux sucre. Et on peut prendre du faux sucre. La seule chose, c'est que ce sera dans le traitement. Le faux sucre, il vaut mieux l'ajouter à la fin. Alors, au Ah, niveau des ok. faux sucres, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment, je dirais, les sucres, tout à fait, enfin, les sucres, on n'appelle pas ça des sucres, on va dire les adoucissants, hein, des succédanés du sucre, comme la saccharine, comme l'aspartame, comme, comment dirais-je, l'acésulfame K, etc., des sucres liquides, des faux sucres liquides. Il vaut mieux les mettre à la fin. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais certain qu'avec la cuisson, il n'y ait pas une dégradation éventuelle de ces sucres. Et puis vous avez des sucres de substitution. Je pense par exemple au tagatose, hein, qui est un sucre qui est extrait du lactose, donc du sucre du lait, et qui a le grand avantage, c'est de sucrer 2 fois plus que le sucre de table. Donc par exemple pour 100 grammes, on n'en mettra plus que 50. Et l'autre gros avantage, c'est de ne pas faire augmenter votre taux de sucre dans le sang. Donc pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques, c'est une manière de sucrer, quel que soit le produit, hein, une compote ou un autre produit, sans avoir un impact négatif sur la glycémie. Donc ça, c'est très bien. C'est un sucre de substitution qu'on trouve maintenant de plus en plus dans les grandes surfaces. Le seul désavantage, c'est qu'il a tendance à, disons, donner une propension à aller à la toilette si on en consomme un peu trop, hein. Donc il vaut mieux éviter d'en mettre trop, mais néanmoins il reste intéressant. Alors comment va-t-on faire pour faire notre compote recette de base? Donc on va considérer ici une compote pour 4 personnes avec 6 pommes et 6 cuillères de sucre. Il faudra prévoir également le jus d'un demi-citron. Alors le jus de citron va avoir un gros avantage,
c'est d'abord qu'il va retarder ou empêcher l'oxydation des pommes. Il va garder une belle couleur jaune à la compote. Et en plus, il va booster le goût de la compote. Il va un petit peu assaisonner la compote. Le jus de citron dans les desserts, là où on peut le mettre, c'est un petit peu comme le sel en cuisine. Ça va booster le goût des fruits après la cuisson. Donc la première chose, eh bien, on a nos 6 pommes et avant de les éplucher, on va d'abord mettre un petit peu d'eau dans une casserole et mettre le sucre dans cette eau, à peu près la même quantité, et mettre tout doucement le sucre à fondre dans l'eau sur un feu très très doux, vraiment au minimum, histoire de le faire fondre. Quelle quantité d'eau? À peu près la même quantité, donc si vous mettez 8 cuillères de sucre, vous mettez à peu près l'équivalent de 6 cuillères d'eau à peu près. Donc poids pour poids ou volume d'eau pour poids de sucre, donc ce sera à peu près l'équivalent. Et là, vraiment, il n'y a pas d'importance à mesurer. On fait vraiment ça à l'œil. Mais on met l'eau d'abord dans le récipient, de manière à ce que le sucre vienne après et qu'on soit certain que le sucre soit fondu dans l'eau. C'est beaucoup plus sécurisant au niveau de la cuisson par la suite. On va peler les pommes. On va enlever, bien sûr, la partie centrale, les queues, les mouches, et on va couper les quartiers en petits morceaux. On va les ajouter au sirop de sucre qui frémit et on va ajouter le jus de citron. Donc un demi-jus de citron pour l'équivalent de 4 couverts, donc 6 pommes. On va couvrir et on va laisser cuire tout doucement. Alors une compote, si on veut qu'elle ne soit pas ratée, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Pourquoi? Parce que si vous allez trop vite, elle risque de coller dans le fond de l'ustensile et par la suite de donner un mauvais goût, un goût brûlé à l'ensemble de la compote, qui est quasiment irrécupérable. Autant vous dire que si elle n'a fait qu'attacher un tout petit peu avec le début, il n'y a pas trop de problème. Si maintenant elle a réellement caramélisé et brûlé, le goût s'est communiqué à tout l'ensemble de la casserole et vous pouvez dire que tout est bon à donner aux poules ou à jeter à la poubelle, vous ne sauriez plus rien en faire. Alors toutes les 4-5 minutes, on mélange. Et alors la vapeur qui a été produite par la chaleur va finalement cuire les pommes et va les compoter, va donc comment dirais-je, les écraser, les attendrir, les liquéfier, appelons ça comme on veut, et vous allez avoir une compote qui sera liée à la fin de la cuisson. Alors le temps de cuisson, il faut considérer entre un quart d'heure et 20 minutes pour dire avoir quelque chose qui soit impeccable. On peut goûter et dès que c'est cuit, évidemment, on arrête. Il n'y a pas de raison de surcuire une compote de pommes. Alors pour les enfants, on peut éventuellement la passer au mixeur. Ça permet de leur faire avaler plus facilement la compote. On a à ce moment-là une mousseline de pommes plutôt qu'une compote, mais normalement on laisse la compote en morceaux et on se contente des morceaux qui sont simplement un petit peu, je dirais, attendris et liés. Est-ce qu'il faut rajouter du sel? Alors, on sait que le sel augmente un petit peu le goût. Bon, personnellement, je ne l'ai jamais fait et je ne suis pas vraiment un adepte de rajouter du sel dans ce genre de préparation. Autant je suis partisan de mettre du sel dans des pâtes pour la pâtisserie parce que là c'est quasiment indispensable, autant dans la compote j'éviterais d'en mettre puisque de nouveau on se rend compte qu'on consomme énormément de sel et qu'on en trouve dans tout. Donc je n'en mettrai pas dans la compote. Je ne vois pas trop l'intérêt en fait de mettre du sel, puisqu'on a boosté le goût de la compote avec un filet de jus de citron en fait. Et donc la compote qu'on obtient là, elle peut servir à la fois comme accompagnement pour le poulet frites compote traditionnel que les Belges mangent tous les dimanches à midi. Oui, par exemple. Pour ce que eux appellent le dîner, ce que les Français appellent le déjeuner. Mais elle peut servir aussi pour faire des chaussons. Voilà, c'est à la fois une base pour accompagner des plats salés, mais c'est également une base de dessert. Et c'est également une base, je dirais, pour faire, pourquoi pas des tartes. Vous ajoutez des raisins secs macérés au rhum ou au calvados, et puis vous faites une tarte avec cette base de compote. Ça peut donner un très très bon résultat, bien entendu. Il y a des chaussons aux pommes, que ce soit en pâte levée ou en pâte feuilletée, il n'y a pas de problème. On peut mélanger la compote avec du yaourt pour lui donner du goût. Oui, mais à ce moment-là, je dirais que c'est pour le manger en tant que produit froid. Si on veut agrémenter un yaourt, on peut mettre un peu de compote avec, effectivement. Ouais. Mais alors, quelle est la différence entre une compote et une confiture? Ah, eh bien, dans une confiture, vous avez beaucoup plus de sucre. Pour revenir au poids qu'on emploie, par exemple, si vous faites de la compote en grande quantité, vous n'allez plus commencer à compter le nombre de pommes et le nombre de cuillères de sucre. Alors on considère que généralement, on peut mettre à peu près l'équivalent de 20% du poids des fruits en sucre. Donc pour 3 ou 4 kilos, vous multipliez chaque fois par 200 grammes et vous aurez la quantité de sucre total à utiliser.
Dans le cas d'une confiture, la quantité de sucre est généralement équivalente au poids des fruits. Donc, si vous utilisez 3 kilos de fruits, vous devez prévoir en principe 3 kilos de sucre pour la réalisation de la recette. Donc, c'est nettement plus sucré lorsqu'on fait une confiture que lorsqu'on fait de la compote, par exemple. Donc, il y a en fait 2,5 fois plus de sucre dans une confiture à mettre en œuvre que dans le cas d'une compote. Et puis, tout est aussi une question de goût. Plus on sucre un produit, plus on a envie de le sucrer. Et moins on le sucre, plus on s'habitue. Et puis finalement, je vais prendre mon cas, je mange ma compote maintenant sans avoir de sucre à ajouter. Eh bien, quand je mange une compote normale, je la trouve beaucoup trop sucrée, elle ne me plaît plus. Ah, parce qu'on peut faire de la compote sans sucre? Alors on peut faire de la compote sans sucre, si ce n'est qu'on doit travailler autrement. Dans la première recette que je viens de vous donner, on réalisait un sirop de sucre avec de l'eau, le sucre et puis on ajoutait les pommes. Si vous travaillez sans sucre, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous mettez un petit peu d'eau que vous faites bouillir et puis vous ajoutez vos fruits dedans et vous continuez à cuire sur un feu très doux. Mais alors, il y a quand même l'astuce pour ceux qui possèdent un micro-ondes, c'est d'utiliser le micro-ondes et ça va très facilement. Alors, le micro-ondes ne doit pas s'utiliser, je dirais, pour n'importe quelle quantité. Je dirais que pour faire de la compote pour 1, 2, 3, 4 personnes, c'est très bien. Si on va au-delà, c'est déjà beaucoup plus lent. Alors, pas que ça ne marchera pas d'un point de vue technique, mais le gain de temps ne va plus être présent. Alors, si on fait de la compote au micro-ondes, c'est très facile. Vous épluchez vos pommes, vous les coupez en quartiers, vous choisissez un récipient bien sûr qui va au micro-ondes, mais à condition d'avoir un couvercle. Il ne suffit pas d'avoir un récipient qui va au micro-ondes, il faut couvrir. Alors par exemple, c'est soit un couvercle en verre et là il n'y a aucun problème. Au moment où la vapeur va se dégager, elle pourra sortir comme elle veut. Mais si vous utilisez un récipient en plastique, on va dire une marque de type Tupperware et que vous couvrez, vous devez absolument avoir un petit opercule qui permet à la vapeur de s'échapper. Sinon vous risquez d'avoir le récipient qui explose dans le micro-ondes et ce ne serait quand même pas très intéressant. Alors comment fait-on? On met donc les morceaux de pommes dans le récipient, on couvre, on prévoit la possibilité pour la vapeur de sortir et on met en route à puissance maximale pendant 1 minute et demie, 2 minutes. Obligatoirement, on doit retirer le récipient à ce moment-là, mélanger. Comme vous le savez, les micro-ondes cuisent en surface jusqu'à peu près 1,5 cm maximum, 2 cm autour du produit. Ce qui veut dire que les produits qui sont en dessous de cette épaisseur-là ne cuisent quasiment pas. Donc, vous êtes obligé de mélanger pour remettre à disposition des micro-ondes les parties qui n'ont pas été atteintes jusque-là. Donc, on remélange, on remet de nouveau 1 minute et demie, 2 minutes, et lorsqu'on cuit l'équivalent d'une pomme et demie de pomme, eh bien, en 3 minutes et demie, la compote est cuite. Forcément, si on double les quantités ou qu'on les triple, il faudra un petit peu plus longtemps, et là, de nouveau, à ce moment-là, vous devez de nouveau mélanger toutes les 2 ou 3 minutes. Alors ce n'est pas fastidieux, parce que pendant ce temps-là, on fait autre chose. Il n'y a évidemment aucun problème. Non, mais justement, la première fois que tu m'en as parlé, il y a 6 ans, j'ai essayé, Oui, parce que moi j'aimais bien acheter mes pommes et puis les garder 2 semaines, le temps qu'elles deviennent bien sucrées, bien mûres. Et quand elles sont bien mûres et bien sucrées, on n'a quasiment pas besoin de rajouter de sucre. Donc j'avais comme ça coupé une pomme en tout petits morceaux et puis cuit au micro-ondes. Et en 3 fois, une pomme était cuite. Et puis ça oui, me oui. fait une excellente compote. C'est parfait quand vous êtes diabétique, pas besoin de rajouter de sucre. Si la compote enfin la pomme est naturellement riche en sucre, c'est divin. Et je dirais que oui, au départ, les premières fois qu'on mange une compote réalisée de cette manière-là, on a parfois éventuellement les dents qui pointent un petit peu parce qu'on trouve que c'est peu sucré. Et dès le moment où on a persévéré, qu'on en a mangé 2, 3 fois, le pli est pris. On est habitué à cette sucrosité-là et on ne veut plus retourner à une compote du commerce qui est, elle, nettement plus sucrée et qui y a même écœurante. Et je crois que c'est pas mal d'habituer les enfants dès leur plus jeune âge à consommer une compote peu sucrée. Je crois que pour leur santé dans le futur, c'est toujours ça qui est acquis par rapport au sucre. Il y a il y a une nouvelle tendance qui a fait le buzz actuellement. C'est cette journaliste française là qui a vécu un an sans sucre ajouté du tout. Elle a vécu avec sa famille. Donc on recommence à parler du régime 100% sans sucre ajouté. Et une compote au micro-ondes permet justement d'agrémenter les fruits et de les manger en compote tout à fait normalement sans rajouter de sucre. D'autant plus que pour ceux qui vraiment voudraient adoucir un peu, donc sucrer un peu leurs produits, on ajoute quelques gouttes de substitut de succédané du sucre. Donc il y a des édulcorants liquides qui sont très faciles d'utilisation et que ça permet d'adoucir
sans prendre du vrai sucre, effectivement. Quel est l'avantage de faire sa compote au micro-ondes? Quand on en fait une quantité raisonnable, c'est tout d'abord une question de rapidité, hein. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a maintenant des récipients qui passent très facilement, des récipients en plastique, hein, qui passent très facilement du micro-ondes au congélateur. Donc, lorsqu'on a, par exemple, un arrivage de pommes parce que le voisin a trop de pommes, hein, qui vous en a donné 10 kilos, des choses pareilles, et que ce sont éventuellement des variétés qui ne conservent pas trop facilement, vous avez 4 ou 5 récipients, je dirais de type Tupperware, qui peuvent aller au micro-ondes et au congélateur. Vous réalisez votre compote directement dans le récipient, vous laissez refroidir et ensuite vous congelez. Et quand vous voulez réchauffer, vous n'avez pas plus qu'à ressortir le récipient dans lequel vous avez à la fois cuit et conservé votre compote, le remettre au micro-ondes et vous n'avez plus rien à faire, si je peux dire, que de le regarder chauffer, hein. Donc c'est très pratique. Alors ça ne brûle pas, hein. Ça c'est l'autre gros avantage, ou en tout cas très difficilement. Ça ne colle pas. En plus, on n'est pas obligé de faire de la vaisselle pour rien. On ne doit pas laver une casserole, laver le plat de service. On fait tout dans le même récipient. Bon, si on ne reçoit pas des gens en grande pompe, eh bien, on peut très bien mettre le récipient de cuisson à table. Il n'y a pas de problème. Donc, on gagne à la fois en temps, en énergie, en facilité, et on a moins de risque de rater la réalisation. Voilà, surtout quand on habite seul. Par exemple. Mais même en famille, hein, on a moins Alors, de vaisselle à faire déjà. oui. Est-ce qu'on met des épices dans la compote? Alors on peut mettre l'épice qui est la plus usuelle pour l'accompagnement des pommes, c'est la cannelle. Maintenant, moi je suis un partisan de la cannelle et des pommes dans les desserts et je suis un petit peu moins partisan de la cannelle avec les pommes par exemple pour un poulet rôti. Hein, je suis un petit peu moins partisan. Par contre, on peut agrémenter et ça nous en reparlerons dans un billet annexe. On peut reparler des fruits sautés comme les poires par exemple, voire même les pommes avec certaines épices, hein, comme la coriandre, comme la cardamome, comme la poudre de duc, dont je donnerai la recette lors d'un futur Lors du, épisode. lors du bonus, dans le Lors bonus. du bonus, voilà. Donc, pour pas alourdir l'épisode avec les recettes, on donne les bonus à part. Vous pouvez les écouter sur le site parlescuisines.com. Alors, tu as parlé des poires. Faire une compote de poires, c'est si différent de faire une compote de pommes? Pas du tout. On travaille exactement de la même manière, donc on épluche les fruits. Alors je dirais aussi que pour les poires, il y a à la fois des poires à cuire et à manger au couteau. Alors quelle est la différence entre les deux? Eh bien, on les voit tout de suite dès qu'on les achète, hein. Vous avez des poires qui sont plutôt, disons, de type jaune et qui sont naturellement très mûres, très sucrées. Ce sont les poires au couteau. Et puis vous avez des poires un peu plus dures comme ça, un peu plus croquantes. Et ce sont des poires qu'il est intéressant de cuire soit en les pochant dans un mélange de vin rouge et d'épices, soit de les faire en compote. Et vous pouvez aussi mélanger les deux. Vous pouvez avoir à la fois des poires qui sont tendres et des poires qui sont plus dures et les associer au sein de la même préparation de compote, comme on peut très bien le faire avec les pommes aussi, hein. On n'est pas obligé d'avoir une seule variété de pommes lorsqu'on fait une compote. On peut très bien mélanger 2 ou 3 recettes de pommes différentes. Des pommes qui vont se défaire et des pommes qui vont rester en morceaux. Et ça peut donner un contraste à la fois de goût et de texture extrêmement intéressant. Ça marche aussi avec les coins? Ah, les coins, là, il est vraiment nécessaire, c'est ce qu'on appelle les poires de coin. Là, il est absolument nécessaire de les cuire. Bien sûr, ça marche. Mais moi, je ne ferais pas une compote de coin pure. J'associerais le coin, par exemple, justement, à la pomme ou à la poire, tout en sachant que le coin est beaucoup plus long à cuire que les pommes ou les poires, hein. Le C'est coin est beaucoup coriace, plus hein? dur, c'est beaucoup plus coriace, oui. Donc, il faut les cuire, je dirais, préalablement, séparément, et puis ajouter seulement les pommes ou les poires avec le coin. Ne pas les cuire en une seule opération, sinon la pomme ou la poire sera cuite que le coin ne le sera pas encore. Oui, d'ailleurs, il n'existe pas de coin de table qui ne Il fasse pas n'existe pas mal. de coin de table, ce qui est un peu regrettable parce que le fruit est très très beau et qu'en plus il présente bien, il a une belle couleur jaune uniforme, il est très gros, mais des coins de table effectivement il n'y en a pas. Ok, et alors pour faire la compote avec d'autres fruits, je parle par exemple de la compote d'érel. Eh bien on travaille de la même manière, on va donc faire un petit sirop de sucre au départ avec de l'eau et du sucre. Si ce n'est que dans le cas des érelles, vous aurez intérêt à avoir un petit peu plus de sucre en mise en œuvre que l'équivalent d'une cuillère pour une tasse d'érelles, sauf si vous voulez vraiment garder ce côté un peu acide à la compote d'érelles, hein, et ce côté très peu sucré. Vous faites un petit sirop de sucre, vous ajoutez lorsqu'il frémit les érelles, hein, vous couvrez, vous laissez compoter, c'est vraiment ce qu'on doit dire comme opération. Vous mélangez un petit peu.
Et puis après, lorsque les RL sont éclatées, vous en goûtez une. Si le résultat vous paraît convenable, eh bien c'est que c'est cuit et vous débarrassez. Et pourquoi exactement doit-on faire un sirop avant? Mais parce que si vous mettiez les fruits et le sucre à sec, si je peux dire, en contact l'un avec l'autre et le feu en dessous, ça risquerait d'attacher. En fait, le sirop donne une espèce de base qui isole un peu le matériau de cuisson des fruits qu'on met dedans. Pour pas que ça colle. Faut pas que ça colle, voilà. Et alors vous pourriez me dire, Marc, mais comment se fait-il que dans les cas des confitures, on ne fasse pas de la même chose? Oui, exactement, j'allais Ah, justement vous poser la question. eh bien, je vais vous répondre, parce que quand on fait une confiture, en principe, on met les fruits et le sucre en contact au minimum la veille pour le lendemain matin. Donc on mélange par exemple son kilo d'abricots coupé en morceaux avec un kilo de sucre et on laisse macérer le tout ensemble au frais, de sorte que le sucre va attirer le jus des fruits et va faire déjà une espèce de pré-sirop, ce qui veut dire que le fruit ne sera pas en contact direct avec la surface de cuisson, puisqu'il y aura un sirop naturel qui va se former et qui va servir d'isolant. En effet, en effet. Mais alors, les confitures, c'est moitié-moitié. Les compotes, c'est un cinquième, 4/5 de sucre. Et C'est un cinquième, donc c'est en réalité une part qui représente un cinquième, donc ça veut dire une part pour 6 en réalité, hein, ah, ok. au total. Donc 100 grammes de sucre pour 500 grammes de 500 grammes fruits. de fruits, voilà. Ok. Mais alors, si je me retrouve dans des proportions intermédiaires, par exemple 30% de sucre. Eh bien, vous avez compris, c'est ce qu'on appelle les confipotes, hein, c'est un petit peu un intermédiaire entre les deux, et c'est utilisé pour les personnes qui veulent manger, par exemple, des confitures beaucoup plus allégées en sucre. Alors, d'un point de vue légal, ce produit-là ne peut pas s'appeler une confiture, hein, parce que la confiture répond d'un point de vue légal à des normes tout à fait strictes, qui sont même définies au niveau européen. Et puis quand on est entre les deux, ben ça n'est plus une confiture, ça pourrait être éventuellement un confit, mais on appelle ça aussi une confipote. Hein, c'est un petit peu l'intermédiaire entre la confiture et la compote. Et un confit. Mais un confit s'utilise généralement pour parler, je dirais, de confitures, mais qui ne sont pas réalisées avec des fruits. Par exemple, avec des pétales de rose, des pétales de violette. On va plutôt parler à ce moment d'un confit de rose ou d'un confit de violette, et non plus d'une confiture, puisque ce n'est pas un fruit qui est vraiment employé et qu'on doit utiliser des artifices de fabrication. Et alors, la confiture d'oignon que certains aiment bien manger avec le foie gras, c'est de la vraie confiture? Alors, c'est de la vraie confiture, oui et non. C'est-à-dire que le traitement est un petit peu réalisé comme de la vraie confiture à partir de sucre, mais on ne va pas le mettre en même quantité que lorsqu'on fait une confiture, par exemple, d'abricot, donc poids pour poids. On en mettra moins, et ça, je peux vous donner éventuellement une recette lors d'un billet séparé pour faire une confiture d'oignon avec des fruits, par exemple. On va garder ça pour les fêtes, peut-être. Oh, ben on peut le garder pour les fêtes ou bien même le faire ici en été, hein, parce qu'on peut très bien les réaliser à partir des fruits qu'on trouve actuellement. Alors, dans les bonus, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler de la compote abricotée, on va parler de la compote maréchale, on va parler des pommes sautées, par exemple. Les pommes sautées. C'est pour un dessert, ça, ou c'est pour un accompagnement? C'est à la fois pour un dessert et à la fois pour un accompagnement. On peut l'utiliser dans les deux cas. Donc, on va rester dans les pommes cuites, les pommes cuites en compote. C'est tout de suite après, c'est sur les bonus. Retrouvez-nous sur parlescuisines.com/bonus. C'est là que vous retrouvez tous les bonus, toutes les recettes. Eh bien, merci Guy pour cet agréable moment passé à parler de compote. Et à bientôt. Eh bien, à bientôt.